Et bonjour à tous, ici Ilona Viculum, votre tutrice de kinésithérapie pour ce deuxième semestre. Aujourd'hui, lors de cette pré-rentrée, nous allons voir le chapitre concernant la neurorééducation. Vous pourrez consulter aussi lors de cette pré-rentrée l'introduction à la musculo-squelettique. Il y a un troisième chapitre aussi, qui est le blessé médulaire et le malade parkinsonien, qui complète la neurorééducation, qui seront à travailler en autonomie. C'est un petit cours de 5 pages. Toutefois, si vous avez des questions, le forum et le Discord sont à votre disposition. Alors, je porte un peu votre attention sur ce chapitre, la neuroéducation, je fais une petite parenthèse. Ce chapitre est assez important aux yeux du professeur Choplin. C'est un peu son domaine de prédilection. Donc, je vous demande de faire attention à ce chapitre et de bien le voir. On va le voir ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Pour commencer, nous allons parler des généralités en neurorééducation. Donc voilà, on va voir quelques petites définitions. On va commencer par la sélectivité. La sélectivité, c'est quoi? C'est un mouvement volontaire qui va utiliser la voie pyramidale. Cette voie pyramidale peut être lésée lors d'un AVC. Alors ne vous inquiétez pas, les voies pyramidales et les méniscales, vous les verrez en anatomie générale, ne vous inquiétez pas, vous allez voir leur trajet en long et en large. Donc là, on les aborde brièvement. La motricité, la définition est assez simple, c'est la capacité à mouvoir ses membres. Donc ça va être les bras, les jambes, voilà. On ne va pas préciser si c'est un mouvement volontaire ou involontaire. Donc cette définition, c'est juste on bouge ses membres. Voilà. La sensibilité, c'est la capacité à sentir grâce à des récepteurs disposés sur l'ensemble du corps. Je dis bien l'ensemble du corps et pas une partie du corps. Donc ces récepteurs peuvent être des nocicepteurs ou des thermorécepteurs. Ces récepteurs ils vont être relayés par des voies ascendantes, donc les voies lemniscales et extralemniscales dont je vous parlais, et des voies descendantes, les voies pyramidales et extrapyramidales. Moi, j'avais un petit moyen mnémotechnique, vous le prenez pas. Moi, je me disais, on descend les pyramides. Donc, je me rappelais que les voies descendantes, c'était les voies pyramidales et extrapyramidales. Par analogie, les voies ascendantes étaient les lemniscales et les extralemniscales. Donc, ces mêmes voies, elles vont permettre une boucle longue dans le cerveau, une boucle de contrôle. Et donc, elle va adapter la motricité consciente ou inconsciente à nos perceptions et sensibilités. Selon ce qu'il y a dans notre environnement, on va adapter un peu nos mouvements. On a aussi pour cela dans le cerveau des commandes motrices automatiques et des commandes motrices volontaires. Pour la commande motrice automatique, c'est la capacité à organiser un mouvement qui va être non conscientisé. On n'en aura pas conscience. On va produire un mouvement involontaire un peu comme un réflexe. Typiquement, c'est quand vous rentrez chez vous, vous mettez la clé, il y a un petit paillasson, il y a le meuble quand vous rentrez. Donc en fait, vous allez rentrer votre clé, vous allez lever machinalement en fait votre pied pour éviter le paillasson, vous allez mettre vos affaires tout de suite à droite sur le buffet, etc. Et en fait, il suffira que le meuble ait bougé de place ou que le paillasson soit un peu décalé pour que vous puissiez vous prendre les pieds dedans. Et en fait, tout ça, c'est parce que tout simplement, ce mouvement était involontaire. C'est un peu comme un réflexe. Vous avez tellement l'habitude tous les jours de faire ça que bah, du coup, votre cerveau l'a enregistré et le fait automatiquement. Vous êtes rentré X fois chez vous et c'est toujours le même mouvement. Donc il suffit qu'une petite chose change et vous allez trébucher, etc. Donc c'est pas pareil que la commande motrice volontaire qui est une capacité à organiser un mouvement qui va être conscientisé. On va en avoir conscience. Par exemple, on a un verre devant nous, le cerveau a l'information qu'on a un verre devant nous, donc on va envoyer une commande à notre cerveau, oui, lève le bras, va le prendre, emmène-le à ma bouche. C'est ça en fait la différence. On va initier un mouvement. Voilà, j'espère que vous avez bien digéré ces petites définitions. Maintenant, dans un deuxième temps, nous allons parler de l'AVC. C'est l'accident vasculaire cérébral. On en parlait un peu tout à l'heure de l'AVC, maintenant on va le voir. Cet AVC, c'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte et la troisième cause de décès. On fait attention, ici c'est assez simple de dire que c'est la troisième cause de handicap et la première cause de décès. Non, non, c'est bien l'inverse. L'AVC a une incidence importante et des conséquences importantes. Comme conséquence importante, on a les hémiplégies. Donc l'hémiplégie, c'est qu'en fait, on va être paralysé de la moitié du corps. On a des troubles de la parole et des troubles sensitifs. On a deux grands types d'AVC. On a l'AVC ischémique qui représente la majeure partie des AVC à 80%. En fait, lors d'un AVC ischémique, on va avoir des artères cérébrales qui vont être pincées. On a aussi les AVC hémorragiques qui représentent une moindre partie, il va représenter que 20%. Là, les artères cérébrales, elles vont laisser passer du sang. On a différentes causes aux AVC, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, l'athérosclérose. Donc l'athérosclérose, c'est quoi? C'est quand en fait on a des plaques de graisse qui viennent boucher des artères. Et on a aussi les troubles cardiaques. Pour favoriser et mettre en avant un AVC, on va utiliser l'IRM, qui va appuyer le diagnostic clinique. Le diagnostic clinique, c'est du coup l'hémiplégie, les troubles de la parole, les troubles sensitifs. Et pour valider l'AVC, on va pouvoir aller regarder tout ça à travers un IRM. Donc là, je vous refais un petit coucou à l'anatomie générale parce qu'à la gauche, vous avez un polygone de Willis.
c'est en fait un ensemble d'artères qui se trouvent au niveau du foramen magnum, donc dans le cerveau, vers le cervelet, derrière, il monte comme ça. Et c'est ici que se trouve le polygone de Willis et qui va être présent lors des AVC parce que en fait, c'est à partir de là que va commencer un peu votre AVC. Par exemple, il y a plusieurs artères qui vont pouvoir être bouchées, qui vont donner différents symptomatologies. Par exemple, la circulation antérieure, on va avoir l'artère ophtalmique, l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne superficielle et profonde. Et pour la circulation postérieure, on va avoir l'artère cérébrale postérieure et le territoire vertébro-basilaire. Je vous demande de ne pas connaître le schéma à gauche pour la kinésithérapie, bien évidemment, mais de bien maîtriser le tableau. Donc ce tableau, c'est quoi? En fait, c'est toutes les artères du polygone qui sont répertoriées, enfin la plupart. Et en fait, selon si elles sont pincées, si elles sont bouchées ou si elles sont lésées, et ben, vont donner différents symptômes. L'artère ophtalmique, typiquement, elle va donner une cécité monoculaire, c'est-à-dire qu'on va être aveugle d'un seul œil. L'artère cérébrale antérieure va donner un déficit moteur à prédominance crurale et un syndrome frontal. Donc les déficits moteurs et les syndromes frontales, c'est en fait un problème, on va dire, au niveau du cerveau, d'une zone du cerveau, donc là la prédominance crurale. Et en fait, ça va être un problème moteur, par exemple, au niveau des muscles qui vont plus pouvoir bouger, qui vont se tétaniser, etc. Comme dans un AVC, vu que c'est la symptomatologie. Dans l'artère cérébrale moyenne superficielle, donc les déficits moteurs, c'est pareil, on va avoir un problème au niveau des muscles. On peut avoir également, il faudra faire attention, une aphasie. Aphasie, ça va être, en fait, on va avoir du mal à parler. On aura une héminégligence, c'est-à-dire que, en fait, il y a il y a un hémisphère du cerveau qui va être lésé, et du coup, on va avoir un problème au niveau de l'environnement. La personne aura un problème au niveau de son environnement et se retrouver dans l'espace. Dans l'artère cérébrale moyenne profonde, on aura une hémiplégie proportionnelle. Hémiplégie proportionnelle, ça veut dire que la moitié du corps sera paralysée. Pour la circulation postérieure, en artère cérébrale postérieure, on aura une hémianopsie latérale homonyme, c'est-à-dire que la moitié d'un champ visuel d'un œil sera totalement brouillé, il ne verra plus. Pour l'hémianesthésie, c'est la moitié du corps qu'on ne ressentira plus. Il faudra faire attention entre hémiplégie et hémianesthésie. Territoire vertébro-basilaire, on aura le syndrome alterne de Wallenberg, le syndrome cérébelleux, donc c'est des syndromes qui touchent soit le cervelet ou le cerveau, c'est un peu comme des syndromes frontales, et on aura aussi l'infarctus médulaire cervical. Voilà, donc les traitements disponibles pour un AVC. Donc là, on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait deux types d'AVC, l'ischémique et l'hémorragique, et selon quel type que c'est, on ne traitera pas pareil. Par exemple, pour l'ischémique, on va faire une thrombolyse, c'est-à-dire qu'on va liser, on va couper l'artère qui est bouchée. Donc, mais on le fait uniquement si les symptômes sont apparus il y a moins de 4h30. Et si c'est plus de 4h30, mais moins de 6h, on va faire une thrombectomie. C'est-à-dire qu'on va vraiment retirer l'artère et on va faire une circulation collatérale pour continuer à irriguer les organes et le corps. Pour l'AVC hémorragique, on va surveiller la tension artérielle et parfois ça va nécessiter une chirurgie. Maintenant, on va voir les mesures. Qu'est-ce qui va nous permettre de mesurer notre AVC? Les échelles qu'on va utiliser sont utilisées par rapport à un référentiel d'auto-évaluation donné par l'HAS. C'est l'Haute Autorité de Santé. On peut retrouver sur le service évaluation des pratiques en date de janvier 2006. Mais qu'est-ce que l'on va mesurer? On va mesurer l'héminégligence, la spasticité. Donc la spasticité, c'est une raideur du corps qui est involontaire. La motricité, la force musculaire, la motricité élémentaire, l'équilibre statique lorsque l'on ne bouge pas et dynamique lorsque l'on va bouger, marcher par exemple, les performances de marche en quantitatif et en qualitatif, les fonctions du membre supérieur, la sensibilité, les articulations, les actions de la vie quotidienne, l'autonomie et l'handicap. On mesure énormément de choses chez le patient atteint d'AVC. En neurorééducation, pour mesurer tout ça, on va utiliser des échelles qui vont nous permettre de mesurer fonction par fonction. Vous allez voir qu'en fait, l'AVC, il balaye un large plein de domaines dans le corps et ça touche une artère en fait peut avoir d'énormes dégâts sur le corps et c'est pour ça qu'on a plusieurs échelles car on va vraiment faire un check-up complet chez notre patient. Donc voilà, maintenant on va voir les échelles et là vous avez votre fameux schéma que vous allez connaître par cœur à la fin de l'année et qui est à maîtriser. Ne vous inquiétez pas, je vous ai sorti un Learning Apps, je ne sais pas s'il sera déjà sorti au moment de la vidéo, mais vous pourrez vous amuser à replacer un peu les différentes échelles et à l'apprendre. Et je trouve ça un peu plus fun que voilà, se mettre à fond sur sa feuille et apprendre. Donc voilà, je vous ai fait des petits quizlets et des jeux, ils sortiront prochainement.
Donc là, les échelles en neurorééducation, donc comme on revoit les champs que je vous ai dit tout à l'heure, les négligences, la spasticité, la motricité, l'équilibre debout, les performances de marche et les fonctions du membre supérieur. Et en fait, chaque échelle qui sont là vont, correspondre à un score qui va nous permettre de voir le degré, d'évolution de notre patient, concernant son AVC. Donc l'héminégligence, ça va être évalué par l'échelle de Catherine Bergegot. Elle s'appelle aussi, échelle de CB. Elle permet une mesure précise et intéressante dans le suivi du patient. Il est important de savoir quelles échelles sont précises, quels sont leurs scores, si elles sont rapides ou pas, etc. Elle peut être réalisée par le thérapeute, un proche du patient ou par le patient lui-même. Le thérapeute, c'est bien le masseur kinésithérapeute ou aussi appelé MK. Elle va donner un score sur 30. Le test barrage de cloche, qui est moins précis mais plus rapide, il permet surtout de mettre en évidence les héminégligences. Là, le test barrage de cloche, il ne va pas nous permettre de faire un score, une cotation, etc. Il va permettre de voir si le patient possède une héminégligence et voir après son suivi et ce qu'on peut mettre en place. Pour la spasticité, donc c'est une raideur musculaire involontaire, je vous le rappelle, elle va être évaluée par l'échelle d'Ashworth, qui donne une cotation de 0 à 5. Mais on a aussi, attention, l'échelle d'Ashworth qui est modifiée, qui donne une cotation de 0 à 4 avec un plus 1. Elle est la plus utilisée. Échelle de L Tardieu aussi, qui va scorer 3 indicateurs. Donc là, il n'y a pas forcément des scores avec des chiffres. Là, ça va être vraiment des indicateurs qui vont être en lien avec la spasticité. Donc on a une vitesse, un angle et une intensité. Faites attention, en QCM, c'est simple de changer les mots et de marquer endurance ou je ne sais quoi. C'est la plus précise. Elles sont placées de la moins à la plus précise, mais elles sont globalement toutes précises et demandent du temps pour bien mesurer les choses. Faut pas faire la va-vite et en fait, il faut faire les échelles, il faut les mesurer dans le sens où si plusieurs thérapeutes rescorent un patient, ils retrouvent plus ou moins les mêmes cotations. Pour la motricité, la force musculaire et la motricité élémentaire, elles seront évaluées par l'échelle de L. Piero-Dessini, aussi dite HPD, qui donne une cotation de 0 à 5. Elle est la plus utilisée et elle va permettre un suivi du patient assez précis. Mesurée le plus souvent par testing que pour des pathos du système nerveux périphérique. Alors, le testing, on va en reparler tout à l'heure, et les pathologies du système nerveux périphérique, on va voir ce que c'est le système nerveux périphérique et central. Voilà, on fera un petit récap. Je sais que voilà, certains peuvent le connaître, mais on va faire un petit récap pour remettre tout le monde sur la même base. Ce qui va accompagner HPD, on va avoir un index et une échelle. Donc l'index de Meurice qui sera sur 100 et l'échelle d'Orgo-Gozzo qui sera aussi sur 100. Ces deux échelles, elles sont moins précises que HPD, mais elles peuvent être couplées à HPD pour confirmer la thérapeutique mise en place et les bienfaits sur le patient. Donc le petit rappel que je vous ai promis, les pathologies du système nerveux périphérique, ça veut dire que ça touche que les nerfs périphériques, et les pathologies du système nerveux central, c'est cerveau et la moelle épinière qui se trouvent le long de la colonne vertébrale. Alors le testing musculaire, on en a parlé avec HPD. En fait, le testing musculaire, ça va être quand le thérapeute, il va... Alors, on fait que pour un muscle, le testing, et c'est pour les pathologies du système nerveux périphérique, je rappelle bien. Et en fait, c'est qu'on va tester un muscle et on va pouvoir le scorer par rapport, par exemple, à un membre contralatéral qui va être sain. Et en fait, on va regarder s'ils ont le même score. Et le but, c'est de rééquilibrer parce que, imaginons, on a un muscle à gauche qui a 5, qui est sain, et un muscle à droite qui a 3, on aura un déséquilibre. Et en fait, ça veut dire que le patient va pouvoir compenser et en fait, ça va un peu le dérégler partout. Donc, le but, c'est que pas notre patient soit pas tout tordu et on essaye de le scorer justement, et ce qui va permettre de le marquer du coup dans son dossier médical et donc de suivre son avancée tout en prenant en compte cette cotation qu'on a fait sur ses muscles. Et on fait bien un muscle par un muscle en testing. Donc, si on prend notre muscle, par exemple, on va parler des adducteurs. On va demander une adduction, c'est-à-dire qu'on va demander à la jambe qu'elle se rapproche. Et ben, si déjà, il n'y a juste pas de contraction, juste la jambe, elle est allongée, il n'y a pas de contraction, on va mettre 0. Si on a une contraction perceptible mais qu'il n'arrive pas à bouger sa jambe, et ben, ça sera 1. S'il arrive à bouger un tout petit peu sa jambe, même peu importe si c'est un grand mouvement ou pas, ça sera 2. S'il arrive à faire un mouvement contre une légère résistance, donc c'est-à-dire que le thérapeute va un peu appuyer pour un peu contrer le mouvement, ça sera 3. S'il arrive à mettre une force encore plus forte, ça sera 4. Et s'il arrive à mettre la même force que le mouvement sur une jambe saine, c'est-à-dire que s'il arrive à faire par exemple ce mouvement en mettant une force, une grande force, et que le mouvement se fait exactement comme le membre sain avec la même force, et ben on pourra mettre à 5 et se dire bah à gauche et à droite c'est la même chose, il a réussi.
Il sera important de marquer dans le dossier du patient la position qu'on a utilisée et s'il y a des choses qui ont facilité. Si par exemple en mettant un coussin, ça faisait moins mal ou s'il tournait un peu le pied, etc. Ça, c'est important de le marquer parce qu'en fait, le but, c'est que ce soit reproductible pour que l'autre kiné, s'il veut refaire la cotation, il retombe sur les mêmes résultats. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir préciser si le mouvement il est sélectif ou s'il y a l'apparition de syncynésie. Les syncynésies, c'est quoi? C'est on va dire, c'est des petits spasmes ou des petits mouvements parasites qui apparaîtraient dans le mouvement lors de cette cotation. Donc, c'est le testing musculaire et permet de quantifier la force musculaire du patient grâce à une cotation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. Maintenant pour l'équilibre debout, on sait qu'il est très recherché pour la rééducation des patients neurologiques et il va être évalué par 3 échelles. On va voir l'échelle d'équilibre de Berg. Elle permet une cotation avec un score sur 56 en mesurant le transfert et la fonctionnalité. On a l'indice d'équilibre postural debout, ou EPD, qui permet une cotation de 0 à 5. Elle est utilisée spécifiquement pour l'équilibre debout. On ne la verra pas ailleurs, c'est vraiment EPD, alors que masse, on va pouvoir l'avoir dans plusieurs domaines, mais ça, on le verra tout à l'heure, vous allez voir, masse, on le voit partout. On a PASS, qui est le Postural Assessment Scale for Stroke. Désolée pour l'accent anglais. Elle est relativement utilisée et elle a un score de 36. On évalue le maintien d'une posture et le changement de position. Et là, attention, on a l'épreuve de Tinetti, mais elle est utilisée en gériatrie, mais peu adaptée à l'AVC. Donc c'est vraiment pour l'équipe debout chez les personnes âgées. La gériatrie, c'est le service avec des personnes âgées, voilà, à titre indicatif. Et elle va être peu adaptée à l'AVC. Donc ça, on fait attention. Voilà. On a l'équilibre dynamique également, qui correspond au changement de position. Ça va être comme des retournements, des passages couché-assis, assis-couché, assis debout, debout assis, etc. Elle va être évaluée par le Trunk Control Test, TCT, qui évalue le passage de décubitus dorsal. Décubitus dorsal, ça veut dire allongé. À sur le côté, à assis. Ce test est effectué pour les premiers moments de la prise en charge rééducative, car la problématique pour les patients atteints d'un AVC est de pouvoir se lever et sortir du lit. C'est quand même la base. L'indice d'équilibre postural assis, donc c'est EPA et pas EPD comme tout à l'heure, qui évalue uniquement la position assise. Tout est dans le indice d'équilibre postural assis, c'est que la position assise. Et car elle peut être complexe cette position pour un patient atteint d'un AVC, c'est dur un peu de rester parce qu'il faut des muscles pour rester assis. On a le Postural Assessment Scale for Stroke PASS qui donne un score sur 36, on retrouve le PASS. Il permet d'évaluer les capacités posturales comme le maintien d'une posture et le changement de position. Il va être plus large que le MASS. L'échelle d'équilibre de Berg qui donne une cotation de 1 à 4 et permet aussi d'avoir un score sur 56, donc on fait attention, Berg elle va donner une cotation de 1 à 4 et un score sur 56. Elle évalue la transférabilité dans une approche fonctionnelle. Retenez bien cette phrase, transférabilité dans une approche fonctionnelle. C'est-à-dire que le patient va être pleinement autonome dans ses changements de position et dans ses acquisitions d'équilibre. On a le Motor Assessment Scale, le fameux MASS, qui est l'échelle la plus utilisée et la plus large, mais attention, la moins précise que les précédentes. En fait, elle est tellement large, on la retrouve partout, qu'elle n'a pas vraiment un domaine particulier, du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas trop précise pour un domaine précis, mais on l'utilise un peu partout. Elle évalue les passages de décubitus dorsal, donc allongé, à sur le côté sain, d'allongé à assis sur le côté du lit, d'assis à debout, évalue aussi l'équilibre assis. Donc la masse, ça fait un peu beaucoup bouger votre patient. Hein. Voilà. Donc hop, ça on l'a fait. Si le patient il ne peut pas être verticalisé, on va marquer non applicable dans notre petit dossier. Il faut savoir que le kiné il prend des notes, il fait aussi son petit diagnostic et ça s'appelle un BDK, c'est le bilan diagnostic kinésithérapique, qui va être donc dans le dossier médical et qui va être partagé aux médecins traitants, etc., etc. À tous les professionnels de santé quoi. Pour les performances de marche, on va d'abord voir les améliorations quantitatives. On peut évaluer l'amélioration quantitative et pas qualitative, faites attention, de la marche de manière objective par le périmètre, la vitesse. Donc le périmètre, ça va être le trajet qu'il va faire, la vitesse, s'il marche très vite, très lentement, s'il a du mal ou pas, l'endurance, s'il s'essouffle vite, le nombre de pas qu'il va faire pour une distance donnée. Ces paramètres ils vont être utilisés ou pas en fonction du patient et de la pathologie. Donc vraiment, en fait, on fait un peu du cas par cas, surtout du cas par cas, pardon. L'objectif numéro 1 pour tout patient neurologique ou AVC, c'est de retrouver la marche et le développement. C'est vraiment leur objectif. Ils ont besoin de retrouver leur autonomie et de ne pas être dépendants. Voilà, même si c'est avec un fauteuil roulant ou avec un déambulateur, c'est assez important pour eux. Si on parle maintenant de l'amélioration qualitative des performances de marche,
On peut l'évaluer grâce au niveau d'aide humaine ou technique, donc ce que je vous disais, un déambulateur, un fauteuil, des béquilles, etc. Le ou les appareillages nécessaires, les orthèses, l'identification des défauts au cours des phases oscillantes et d'appui. Alors on va regarder quand notre patient il marche, et on va regarder s'il n'y a pas le genou qui part vers l'intérieur, s'il ne compense pas en fléchissant la hanche, voilà, s'il n'est pas essoufflé, s'il ralentit pas, il y a beaucoup de paramètres et ces paramètres, ils vont toujours être inscrits dans le dossier. Comme vous voyez, on marque vraiment tout. En fait, on suit au plus près et on regarde vraiment chaque petit paramètre. Pour pouvoir mettre en place du coup des actions qui vont être correctives et qui vont augmenter la qualité de la marche et le périmètre du patient. On va prendre aussi en compte le ressenti du patient, car c'est important de se rendre compte de sa fatigabilité. Ça va nous donner une corrélation entre fatigabilité et évolution des paramètres. Car plus il va être fatigué, moins les paramètres vont pouvoir aller vers le mieux. On va dire que plus il sera en forme, plus il aura volonté de faire les exercices et pourra tenir longtemps sur les exercices, plus ça va le rééduquer et mieux ça ira dans le futur. Donc on a une échelle qui va intégrer certaines de ces dimensions, c'est la SMES. Vous pourrez retrouver ça sur ma fiche. Donc pour la performance de marche, on va avoir aussi des échelles. On a le test des 10 mètres de marche qui pourra se réaliser avec ou sans l'aide du thérapeute. On va faire un nombre de pas qui est chronométré. Donc ça va être utilisé en neurologie. On a le test des 6 minutes de marche qui mesure plus spécifiquement que de l'endurance. Et en fait, on va vraiment regarder la distance parcourue qui va varier. On l'utilise surtout en kiné-respi, mais aussi en neuro, alors que le 10 mètres de marche, c'était plus que en neurologie. Le Timed Up and Go, donc c'est le TUG qui évalue les transferts qui vont être assis debout, la marche et le changement de direction du patient. On a aussi encore le masque qui sera plus global. Les fonctions du membre supérieur et la sensibilité, elles seront évaluées par l'Action Research Arm Test, l'ARA. C'est un questionnaire sur des activités quotidiennes. C'est un test précis qui va être composé de 4 items. On a le saisir, le tenir, le pincer et les mouvements globaux. Donc voilà, et ça va déterminer un score qui pourrait être comparé tous les 3 mois. Alors ça dépend du patient. Ça dépend de la pathologie aussi, des fois ça va être moins de 3 mois, des fois ça va être plus de 3 mois. On retrouve encore le MAS, qui par les items 6, 7, 8, va pouvoir évaluer le membre supérieur. En 6, on évalue vraiment les fonctions du membre supérieur. En 7, on évalue les mouvements de la main. Et en 8, les actions avancées de la main. Donc c'est ce qu'on verra après dans le qualitatif, c'est genre tenir, penser, etc. Tous les petits mouvements un peu fins sont évalués avec le MAS. Il va comporter 9 items en tout. Il peut évaluer aussi, comme on l'a vu, les transferts et les équilibres assis, la marche et le tonus en général. Il est vraiment très large. On peut évaluer, donc, comme je vous disais, les principales fonctions du membre supérieur de manière qualitative. Donc on a l'écriture, l'appréhension, la réalisation de principes gestes tests, tels que main-front, main-bouche, main-tête, main-dos, la réalisation de gestes dits écologiques, comme se laver le membre supérieur non hémiplégique, utiliser la main hémiplégique dans des activités quotidiennes comme lasser ses chaussures, faire la cuisine, tenir un guidon de vélo, s'habiller, les gestes bimanuels, on utilise les deux mains. Les tests qualitatifs vont permettre d'avoir une idée globale des possibilités fonctionnelles du patient. En fait, on va vraiment pouvoir apprécier comment il va être dans son quotidien. Vraiment, on va le regarder faire lasser ses chaussures, etc. Et on va pouvoir noter un peu son autonomie. Et c'est assez important pour un patient AVC de vite redevenir autonome et de moins perdre possible en fait. Maintenant, on va voir dans une 5e partie tout ce qui est articulaire, action de la vie quotidienne et l'autonomie. L'autonomie, vous voyez, c'est un peu un thème assez important pour la prise en charge de patients de type AVC. L'état articulaire, on va le voir avec 3 outils, peut être mesuré avec un goniomètre, un inclinomètre et le fameux centimètre, la règle que vous connaissez. Alors ces 3 outils sont peu faits pour le patient hémiplégique, donc c'est-à-dire qu'il ne sent pas à la moitié de son corps, parce que lorsqu'il est flasque, il ne va pas pouvoir se mouvoir de la moitié de son corps, il n'y a pas de perte des amplitudes articulaires. Et lorsqu'il est spastique, la limitation articulaire peut être un lien avec la spasticité justement, et elle peut même devenir une source de diminution des amplitudes. Pour évaluer l'autonomie du patient dans les actions de la vie quotidienne, c'est déjà très important de l'évaluer parce que pour placer le patient pour son retour à domicile, après l'hospitalisation à domicile, tout ce qui est post-hospitalisation, post-soins, suite et réadaptation, en fait, quand on a un AVC, il n'y a pas que la phase à l'hôpital, il y a tout ce qui s'ensuit après. Et il y a beaucoup de professionnels autour de ça qui sont là pour aider justement à ce retour à domicile et s'il faut plus ou moins de personnes et de soutien. Les actions de la vie quotidienne, elles regroupent en particulier les possibilités du patient et les aides nécessaires à la toilette, l'habillage et l'alimentation. Ces 3-là sont les plus fondamentaux.
On a aussi l'autonomie pour les déplacements, que ce soit à pied ou en fauteuil roulant, la montée et la descente d'escalier, et aussi, c'est un sujet, l'autonomie vésico-sphinctérienne pour l'urine et les selles. Parce que bon, des fois, quand on fait un AVC, selon la gravité, on est plus ou moins touché. On a encore là des échelles de mesure, évidemment, du niveau de handicap d'un patient hémiplégique. On sait que ça fait beaucoup d'échelles, mais c'est pour ça que vous avez un peu ce schéma qui regroupe tous les domaines. Et j'ai essayé sur la fiche de vous faire des petits cadres, etc., pour que ça soit un peu bien rangé. Mais vous en faites pas, vous aurez des DM, des QCM, et j'essaierai de vous sortir des petites activités, des petites choses comme ça pour vous entraîner. Donc on va voir le Rankin Handicap Scale. Donc ce score évalue en 5 niveaux le handicap du patient hémiplégique. Il existe une version modifiée, encore une fois, comme le Ashworth, l'échelle de Rankin modifiée qui sera plus précise. Les patients neurologiques de type AVC vont être évalués dans différentes stratégies et à différents moments. En fait, on a un peu une chronologie. C'est très important qu'en tant que kinésithérapeute d'avoir des chiffres et des échelles qui nous permettent de bien évaluer le patient et de bien le connaître. On va voir aussi des échelles de mesure d'état fonctionnel général du patient avec le Rivermead Motor Assessment, le RMA, est le plus utile pour une vision d'ensemble du potentiel du patient hémiplégique. On a aussi la mesure d'indépendance fonctionnelle, ou la MIF. C'est un élément du dossier et d'aide à la décision, outil d'évaluation des possibilités du patient. Donc pour les aides-soignants, les IDE et les médecins. On a des outils de mesure de l'autonomie, l'index de Bartel, qui permet de visualiser l'évolution du score pendant un séjour ou au décours d'une série de traitements, permet de mettre en valeur les progrès accomplis dans le domaine de l'autonomie et donc permet au patient de se rendre compte de ses améliorations. Car c'est vrai qu'en fait, le patient AVC ou même un patient hémiplégique ou qui a des difficultés, il ne va pas se rendre compte de ses progrès, mais en fait, il est constamment en train de progresser si elle est dans une démarche rééducative. Donc en fait, l'index de Bartel va pouvoir permettre au patient de se rendre compte justement de ses efforts et ça va le motiver à continuer sa rééducation et à avancer dans son autonomie. On a le Frenchy Activities Index. C'est un interrogatoire qui va permettre de déterminer la fréquence d'activité quotidienne des 6 aux 3 derniers mois. On a le Stroke Impact Scale 6. Il s'agit de 16 questions. Alors là, je vais vous expliquer mon petit mot technique qui est sur ma fiche. Donc 6, ça me faisait penser à 16. Donc comme 16, 16. Voilà, vous le prenez ou vous le prenez pas, mais comme ça, je me souvenais que ça a été 16 questions. Elles vont mesurer la difficulté fonctionnelle durant les 2 dernières semaines. Elle permet une photographie un peu du patient. Donc en fait, ça veut dire qu'à un moment T, on va pouvoir voir comment était le patient et ça va permettre encore de montrer les progrès. Ça va permettre une information auprès aussi des structures d'accueil qui vont l'accueillir et ça va favoriser sa post-hospitalisation et sa post-SSR. La SSR étant la suite de soins et la réadaptation, pardon. Donc maintenant, on va voir, je sais, une petite partie que vous n'allez pas trop aimer, mais je vais tout faire pour vous entraîner dessus, ne vous inquiétez pas. On va voir les corpuscules. Ce sont 3 tableaux à apprendre par cœur, à bien maîtriser. Vraiment, je vous mets des plus, des étoiles, tout ce que vous voulez, vraiment très important, accrochez-vous, mettez pause et voyez ça tranquillement. Vraiment, apprenez petit à petit, colonne par colonne, prenez, je sais pas, une ardoise Velleda, effacez, essayez de réécrire les lignes. Et voilà, donc en fait, ces corpuscules, ils correspondent à quoi? C'est en fait ce qu'on a sur l'ensemble du corps et qui vont permettre d'avoir une spécificité sensitive en fonction des corpuscules. En fonction de si c'est une vibration, si on touche plus profondément ou quoi, et ben ils auront un petit nom, ils auront des fibres qui vont passer et ils auront une action qui sont reliées. Donc voilà les tableaux. On va parler de tact fin, si c'est des vibrations, il a des petits noms comme Pacini, ou disque de Merkel, si c'est lent ou rapide, si on a besoin d'un outil spécial. Et donc voilà, on en a encore un autre. C'est le même principe, si la douleur va être vive, sourde, si ça réagit au chaud ou froid. Voilà, si toujours il y a besoin d'un outil, s'il y a des précisions de réalisation, des fois s'il y a une température spéciale, etc. Il y a toujours leur petit nom à apprendre. Et encore pareil pour ce troisième tableau, voilà, je vous laisse mettre pause et apprendre ça tranquillement. Vraiment, là, on est encore au début du semestre et vraiment penchez-vous dessus, essayez d'apprendre petit à petit et je pense sortir un DM spécial que pour ces 3 tableaux, pour vous entraîner à fond et nous rafler ces points au concours, c'est ce qui fera vraiment la différence. Et voici maintenant une série de 3 QCM, donc voici le premier, n'hésitez pas à mettre pause pour y répondre.
Donc voici la correction. Donc ici, rien de compliqué. C'est le goniomètre, l'inclinomètre et le centimètre, et non pas, évidemment, l'ampèremètre. Voilà, deuxième QCM. N'hésitez toujours pas à mettre pause pour y répondre. Et voici la réponse de ce deuxième QCM. Donc, les échelles qui permettent d'évaluer les négligences sont le test barrage de cloche et l'échelle de Catherine Bergegot. Et voici le troisième QCM. N'hésitez pas à mettre pause pour y répondre. Et maintenant les réponses. Donc, les deux grands types d'AVC sont l'AVC hémorragique et l'AVC ischémique. Voilà, j'espère avoir été claire. Merci de votre écoute. En tout cas, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, même si ça va pas ou quoi, ou si c'est pas forcément une question courte, n'hésitez vraiment pas, je suis là pour vous. Si vous avez des questions aussi sur le domaine de la kiné, parce que je suis en deuxième année de kiné, bah, n'hésitez vraiment pas, je suis là, Ilona Viculum. Et voilà, merci de votre écoute et bon courage.